Cette semaine, il fallait jongler avec 3 éléments sur les marchés. Trump, Brexit et les banques centrales. J'espère qu'il n'y en aura pas 4 la semaine prochaine, parce que sinon je suis un peu dans la merde. Visiblement, les États-Unis et la Chine se sont accordés à signer un accord de principe pour éviter de nouveaux droits de douane à partir du dimanche 15 décembre. C'est simplement pour le moment un accord de principe, la signature n'est pas encore faite. Mais c'est bien parti pour qu'il n'y ait pas de nouvelles taxes à partir de dimanche sur 160 milliards de dollars de produits importés chinois. Et petite cerise sur le gâteau, Trump serait même prêt à réduire certaines taxes qui sont déjà existantes envers la Chine si Pékin accepte d'accroître ses achats de produits agricoles américains en 2020. C'était donc la première bonne nouvelle. Nous avons eu ensuite les élections législatives de Boris Johnson au Royaume-Uni. Et il a remporté une victoire écrasante en obtenant une large... Putain, j'ai craché. En obtenant une large majorité de 364 sièges sur les 650 que compte la Chambre des communes. C'est la plus large victoire depuis le triomphe de Margaret Thatcher en 1987. Qu'est-ce que ça signifie? Que le 31 janvier, la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne. Même s'il faudra quand même négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne avant fin 2020. Et ça peut durer quand même jusqu'à 2022. Et à ton avis, qui s'est empressé de tweeter? Donald, bien évidemment. En indiquant sur son compte Twitter, bravo Boris Johnson, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont désormais libres pour conclure un accord commercial massif après le Brexit. On en serait limite jaloux. Et sa petite touche personnelle, cet accord a le potentiel d'être plus important et plus lucratif que tout accord qu'il aurait pu avoir avec l'Union européenne. C'était la deuxième bonne nouvelle. Direction les banques centrales qui se sont exprimées au travers de Christine Lagarde et de Monsieur Powell. D'ailleurs, Christine, si tu m'écoutes, joli foulard. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Bon, la Banque Centrale Européenne et la Fed, finalement, n'ont rien annoncé. Les politiques monétaires restent très accommodantes, d'autant que la Fed avait déjà baissé ses taux directeurs à 3 reprises cette année. En juillet, en septembre et en octobre. Concernant les perspectives 2009 de la Fed, la croissance aux États-Unis devrait être de l'ordre de 2%. Sachant qu'en fin d'année dernière, les marchés étaient particulièrement tendus d'anticiper éventuellement une récession. Bref, tout va bien. Et pour couronner le tout, sur les 17 banquiers centraux de la Fed, 13 ne prévoit aucun changement sur les taux en 2020. Et ça, c'est pas pour déplaire Monsieur Trump, qui met une pression non-stop sur la Fed pour qu'elle ne relève absolument pas ses taux directeurs. Voire même d'ailleurs qu'elle les baisse encore plus. Et la Fed a ajouté qu'elle de toute façon elle ne remonterait pas ses taux tant que l'inflation ne repart pas. Et pourtant l'inflation publiée cette semaine aux États-Unis est ressortie légèrement supérieure aux attentes à plus 0,3% contre plus 0,2% attendu. Mais visiblement c'est pas suffisant. D'ailleurs on va faire une parenthèse concernant les stats macro de cette semaine parce que les autres chiffres aux États-Unis hormis l'inflation, et comme je le dis j'ai l'impression à chaque débriefing depuis un mois, les ventes au détail aux États-Unis publiées vendredi, c'était les seules autres statistiques macroéconomiques importantes de la semaine, sont ressorties effectivement dégueu. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Bon, ceci dit, juste après l'Open US vendredi, c'était pas la fête non plus. Disons qu'avec la hausse qu'on a connue sur les indices, on va le voir juste après, et cette petite mauvaise nouvelle de fin de semaine, ça permet de justifier des prises de bénéfices avant le week-end. Et je le rappelle que c'était simplement un accord de principe entre les États-Unis et la Chine. C'était donc la troisième bonne nouvelle. Bref, tout va bien madame la marquise, des nouveaux records historiques sur les indices américains. Au nord, bien plus au nord. Allez cannabis, allez. Des tendances toujours très haussières sur toutes les unités de temps comme on l'a spécifié en début de semaine dans le carnet de bord de trading. Ici le SP500 et ici le Dow Jones. Record annuel sur notre indice parisien le CAC 40. Il est presque à 6000 points alors qu'il en valait 5700 points il y a 10 jours. Souviens-toi, à ce moment-là, c'est lorsque Trump a commencé à attaquer l'Argentine, le Brésil et même la France sur de nouvelles taxes sur l'acier, l'aluminium. Et chez nous, bah vu qu'on n'en a pas, c'était plutôt le fromage et le vin. Mais bon ça, c'est du passé, c'est déjà oublié. Sur l'indice allemand DAX, parce que c'est l'indice le plus prisé des traders et des investisseurs, notamment du fait de sa volatilité et de sa liquidité, accompagnement parfait de Rodolphe cette semaine sur IVT, avec un achat DAX autour des 13 035 points, accompagné jusqu'à 13 370. Good job. Faisons un tour également du côté du Japon, avec l'indice Nikkei que d'ailleurs je trouve plus propre techniquement. Il était dans un range depuis à peu près un mois, au sein d'une tendance primaire haussière, matérialisée par ce canal ascendant. Et tu le sais, dans ce type de configuration, les phases de latéralisation horizontale ont plus de chances de déboucher par une sortie dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut. On en a bien évidemment évoqué le sujet, notamment en live cette semaine sur IVT, et finalement le résultat c'est qu'il en est sorti par le haut. Le dollar américain quant à lui s'est replié, je dirais même d'une manière assez violente après le discours de Monsieur Powell. Les opérateurs ont jugé que la Fed était très accommodante, entraînant une hausse de l'euro-dollar, et pas de hausse du gold. Malgré la baisse violente du dollar américain, étant donné qu'il est considéré comme une valeur refuge, ça a été compensé par le non-intérêt des investisseurs à son sujet. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le
le prix des obligations rebaisse, les taux remontent et la livre sterling s'est envolée 3%, juste après le résultat du vote. Notamment face au dollar américain qui réalise un nouveau record annuel. Ce qui est plutôt pour déplaire les entreprises exportatrices du Royaume-Uni. Et notamment GlaxoSmithKline. C'est le deuxième groupe pharmaceutique mondial qui exporte 39% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, 35% à l'international, 23% en Europe et seulement 3% au Royaume-Uni. Pour un chiffre d'affaires de 30 milliards de livres annuels. Donc l'action, elle kiffe pas vraiment. Bref, juste avant Noël, tout va bien. L'horizon commence à s'éclaircir. Et il y a notamment un chef analyste d'une banque, Chris Webke, qui a tout simplement indiqué back up the truck and buy, buy, buy. Gaffe quand même à l'excès d'optimisme. Les marchés ont certes toujours raison. Et dire qu'il n'y a pas de risque sur les marchés, ça peut donner lieu à des choix trop évidents. Sans prendre en compte le risque que l'on prend sur chacune de ces positions et au final se faire avoir. Donc on baisse pas la garde, on reste concentré dans les tendances haussières certes. Mais comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. En même temps, vu qu'on y est déjà, on va dire que les arbres ne montent pas jusqu'à l'espace. Pas mal ça. N'oublie pas le petit pouce vers le haut. Jeudi 19 décembre, on fait un webinaire IVT ouvert à tous. Tu peux t'inscrire avec le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Il y a également le lien de l'offre de Noël si tu veux nous rejoindre. Et je te dis à la prochaine. Ciao!